Dans l'ombre des campus universitaires, où la jeunesse rêve d'avenir et de liberté, se cache parfois un mal insoupçonné. Imaginez une ville paisible, baignée par les eaux du Pacifique, où des étudiantes disparaissent mystérieusement, laissant derrière elles un silence assourdissant. C'est dans ce décor trompeusement tranquille que s'est déroulée l'une des plus terrifiantes chasses à l'homme du XXe siècle. Un prédateur charismatique, intelligent et sans pitié a semé la terreur pendant près d'une décennie, marquant à jamais l'histoire criminelle américaine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette sombre affaire pour comprendre comment un homme ordinaire est devenu l'un des tueurs en série les plus notoires, Ted Bundy. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand tueur en série du XXe siècle. En résumé, ce meurtrier a tué un nombre inconnu de victimes. Sans plus tarder, plongeons directement dans le récit des événements. Nous nous rendons à Seattle, dans l'État de Washington, situé au nord-ouest des États-Unis, sur la côte Pacifique. L'État de Washington partage le même nom que la capitale des États-Unis. La particularité de cet État est qu'il abrite la plus grande concentration d'étudiants en Amérique. Et Seattle elle-même compte plusieurs campus universitaires importants. Comme on peut s'y attendre, cette forte densité étudiante fait que de nombreux quartiers de la ville sont exclusivement dédiés au logement des étudiants. À l'image de nos propres expériences en tant qu'étudiants, lorsqu'ils ne trouvent pas de place dans les résidences universitaires ou n'ont plus le droit de louer à l'extérieur, les étudiants choisissent souvent de vivre dans des maisons partagées. C'est ainsi que commence notre histoire, avec une étudiante de l'Université de Washington qui décide de vivre avec un groupe de camarades dans une maison située dans la rue numéro 8, au nord-est de Seattle. Cette jeune femme, Karen Pax, était une danseuse débutante, avec le pseudonyme artistique de Johnny Lance. Elle avait choisi cette maison avec ses camarades parce qu'elle aimait être indépendante et appréciait particulièrement le sous-sol, entre le sous-sol et le rez-de-chaussée, où se trouvait sa chambre, dont la porte donnait directement sur la rue, lui permettant d'entrer et sortir sans être vue. De plus, elle évitait l'entrée principale, toujours très fréquentée. La nuit du 3 au 4 janvier 1974, un orage éclata à Seattle. Karen Pax ferma la porte derrière elle, s'installa pour lire un peu tout en essayant de trouver le sommeil. Ces derniers temps, elle avait du mal à dormir, sentant une certaine nervosité. Certains diront que cela était dû à l'idée qu'on la suivait ou l'observait, bien que ces sentiments soient souvent le fruit d'une imagination exacerbée par la peur. Cette nuit-là, elle crut voir quelqu'un la regarder par la fenêtre, bien que celle-ci soit trop haute pour qu'on puisse y jeter un œil facilement. Elle tenta alors de se rassurer en se disant qu'il valait mieux rester calme jusqu'à ce que quelqu'un tente d'entrer. Mais l'événement se produisit bel et bien. Elle tomba dans un profond sommeil, incapable de sentir ou d'entendre quoi que ce soit. Et tandis qu'elle dormait profondément, quelqu'un força la porte sans difficulté, sans faire de bruit, profitant du vacarme causé par l'orage et la pluie qui couvraient tous les sons. Le visage masqué d'un homme apparut, portant un masque de ski. Lentement, il s'approcha du lit où reposait Karen, couchée sur le côté, dos à lui. Il resta là, à la fixer du regard, jusqu'à ce qu'elle se retourne vers lui. Profitant de ce moment, il leva une barre de fer et frappa violemment sa tête. Le sang jaillit, et elle fut prise de convulsions. Puis, après un autre coup, elle perdit connaissance. Dans ce sous-sol isolé, avec l'orage qui grondait au dehors, aucun des autres étudiants ne remarqua quoi que ce soit. Karen Pax, la pauvre victime, ne pouvait plus bouger ni respirer correctement. Quand ses camarades la découvrirent le lendemain matin, ils furent horrifiés. Ils la trouvèrent nue, étendue sur le sol, les jambes écartées, avec des blessures graves à son appareil génital. Mais le plus terrifiant était l'état de son visage, complètement défiguré par les coups reçus. Une des étudiantes eut le courage de s'approcher et constata qu'elle respirait encore faiblement. Immédiatement, les secours furent appelés. Karen entra ensuite dans un coma profond. Les médecins firent tout leur possible pour la maintenir en vie. Selon le médecin légiste lors de l'examen initial, les coups violents qu'elle avait reçus étaient probablement infligés avec une barre de fer. Curieusement, aucune trace de sperme n'était présente dans son corps, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas été victime d'un viol explicite. Cependant, l'agresseur avait utilisé un instrument bizarre, semblable à un spéculum médical, généralement utilisé par les gynécologues. Cet outil soulevait beaucoup de questions chez les enquêteurs, notamment sur la brutalité des actes commis par l'agresseur. Après 10 jours de coma,
Karen reprit conscience, mais les séquelles des coups reçus sur son crâne laissèrent des handicaps mentaux légers. De plus, elle avait totalement oublié ce qui lui était arrivé, ne conservant aucun souvenir lié à l'attaque. Elle n'avait même plus d'image mentale de son agresseur, car le premier coup de barre de fer l'avait frappée alors qu'elle dormait déjà. En d'autres termes, elle avait perdu complètement la mémoire et ne pouvait fournir aucun détail utile aux enquêteurs. Cette perte de mémoire pourrait également affecter sa mémoire autobiographique, empêchant toute récupération d'informations liées à l'incident. Malgré leurs efforts, les enquêteurs ne purent obtenir aucune information significative pour identifier l'agresseur. Les interrogations demeurèrent nombreuses. Pourquoi Karen avait-elle été attaquée spécifiquement? L'acte visait-il un vol ou un cambriolage? La violence extrême employée contre elle résultait-elle d'une vengeance personnelle ou d'une pulsion incontrôlable? Peut-être l'agresseur était-il mentalement instable. L'impact de cet événement sur la communauté étudiante fut profond. Les filles commencèrent à avoir peur pour leur sécurité, surtout celles vivant près des campus universitaires. Le 31 janvier, exactement 27 jours après l'attaque contre Karen, un autre incident survint non loin de la maison où elle avait été agressée, précisément dans la rue numéro 12. Une autre étudiante, Linda, habituée à se lever chaque jour pour écouter la météo avant de partir travailler à la station de radio locale. Cette fois, Linda ne revint jamais de son travail. Ses colocataires, inquiètes, signalèrent sa disparition. La police fouilla sa chambre et trouva des traces de lutte, mais aucune trace de Linda. Son lit était défait et ses affaires personnelles étaient encore là, comme si elle avait prévu de revenir rapidement. Les enquêteurs notèrent que la porte arrière de la maison avait été forcée et que des empreintes de chaussures suspectes menaient à une voiture garée non loin de là. Les jours suivants, d'autres étudiantes disparurent mystérieusement dans la région. Chaque cas semblait lié. Des jeunes femmes âgées de 16 à 23 ans, souvent des étudiantes, disparaissaient sans laisser de traces. Certaines avaient été vues pour la dernière fois montant dans une voiture conduite par un homme charmant, bien habillé et portant parfois des béquilles ou un plâtre. Les témoignages concordaient, l'agresseur semblait intelligent, charismatique et savait comment gagner la confiance de ses victimes. Après des mois d'enquête, les autorités commencèrent à assembler les pièces du puzzle. Un portrait robot de l'agresseur fut diffusé dans les médias et des centaines de témoignages affluèrent. Parmi eux, plusieurs personnes identifièrent un homme nommé Ted Bundy, un ancien étudiant en droit connu pour son charme et son intelligence. Bundy avait été arrêté à plusieurs reprises pour des infractions mineures, mais jamais pour meurtre. Le 12 février 1975, Bundy fut arrêté pour la première fois après une poursuite en voiture. Une fouille de son véhicule révéla des objets suspects, notamment des menottes, un masque de ski et des instruments médicaux. Bien que les preuves fussent indirectes, elles suffirent pour le garder en détention pendant que les enquêteurs creusèrent davantage. Pendant son procès, Bundy se défendit seul, utilisant ses connaissances en droit pour tenter de semer le doute. Cependant, les preuves accumulées contre lui étaient accablantes. Des survivantes de ces attaques témoignèrent, décrivant en détail les méthodes de Bundy et son apparence. Finalement, Bundy fut condamné à mort pour plusieurs meurtres. Le 24 janvier 1989, Ted Bundy fut exécuté sur la chaise électrique en Floride. Avant son exécution, il admit avoir tué plus de 30 femmes, bien que le nombre exact reste inconnu. Son cerveau fut retiré pour analyse scientifique, mais aucune anomalie n'a été détectée qui aurait pu expliquer son comportement criminel. Finalement, son corps fut incinéré dans les montagnes Cascades de l'État de Washington, conformément à ses dernières volontés.